Ok. Eh bien, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ah, comment on se retrouve? Ça fait un bail que j'avais pas streamé. Je suis très content. Ouais, j'ai eu des complications de maladie, mais me revoilà. Alors, et en plus aujourd'hui, ce qui me rend hyper content, c'est que je vais parler de mon jeu préféré, Civilization. Et là, il y a le septième opus qui vient d'arriver aujourd'hui. Pour ceux qui ont acheté le pass fondateur, le pack fondateur, donc avec accès au jeu en avance, donc le 0602, donc le 6 février, et tous les autres, sinon ça sera le 10 ou le 12 à vérifier, mais ça sera dans une semaine pour tout le monde. Sachant que le 8, ils font un Firaxis fait un live où ils présentent le jeu. Alors, il y a déjà plusieurs vidéos de streamers, de beaucoup plus gros streamers que moi, que vous pouvez trouver sur des let's play, des comment rend le jeu vidéo en tant que tel. Moi, je vais pas vous parler de, je vais pas vous montrer une partie et je vais pas jouer devant vous, parce qu'il y en a déjà plein sur YouTube. Moi, je vais essayer de faire une petite différence et je vais vous parler de tous les changements de gameplay qu'il y a entre le 6 et le 7. Donc je vais faire je vais éplucher toutes les modifications qu'il y a dans le nouvel opus pour que vous disiez ok, est-ce que le jeu m'intéresse? Parce que en fait vous pouvez regarder des vidéos, ça ne va pas vous dire si ça vous intéresse ou pas. Moi je vais parler des changements au niveau du gameplay et comme ça peut vous aider si oui ou non vous allez l'acheter. Parce que il y a vraiment beaucoup de changements. Euh, Là pour vous dire il y a une vingtaine de diapositives. Voilà, d'accord. J'ai préparé un petit diapo. Il y a une vingtaine de diapositives. Donc préparez-vous à beaucoup de changements. Euh, pour le meilleur ou pour le pire, à vous d'en juger. Moi, je ne suis pas là pour critiquer le jeu, il y a déjà plein de critiques sur internet. Moi, je suis vraiment là pour éplucher tout, vous expliquer tous les changements. Et après, je vous laisse faire votre propre avis. D'accord? Bonsoir Dylan. Alors, nous sommes en live sur Twitch. Cette vidéo, enfin, ce live sera rediffusé sur YouTube pour ceux qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont pas pu le voir. Ça sera rediffusé sur YouTube, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas le temps. Et on va éplucher ensemble tous les changements. N'hésitez pas sur le live à poser des questions ou à donner votre avis. Ça j'aime pas. Ah tiens, ça c'est intéressant, est-ce que tu peux me donner plus de détails? N'hésitez pas à interagir. Moi je suis là aussi pour interagir avec ceux qui sont là en live. Alors, premier changement. Attention, accrochez-vous. Premier changement, le gameplay est personnalisé. Alors, je dis pas que je connais le jeu par cœur. J'ai pu faire que deux parties. J'ai pu un peu regarder une dizaine d'heures de vidéos pour voir comment était le jeu. Mais là, chose incroyable, vous pouvez personnaliser votre gameplay. Enfin, on peut dans un 4X personnaliser son gameplay. Et surtout, c'est pas que personnaliser, vous allez voir que dans les points plus tard, vous pourrez aussi adapter votre gameplay. Ça, c'est génial. Ça, vraiment, quel kiff. Déjà au début, quand vous commencez une partie, vous choisissez votre dirigeant. Là, je dis bien dirigeant, que je vais expliquer aussi. Donc, en fait, il y a une trentaine de dirigeants, je crois, au départ. Là, déjà déjouable dès maintenant. Et il y aura plein d'autres dirigeants avec des extensions de DLC. Vous connaissez le format de civilisation. Mais là, actuellement, d'ailleurs, excusez-moi, petite musique de fond. Voilà. Encore un peu trop droite. Nickel. Et donc, du coup, je disais, il y a une quarantaine de dirigeants. Donc vous avez des choix. Et en fait, quand vous jouez un dirigeant, vous devez choisir ensuite à quelle civilisation vous allez vous accrocher. Ça peut être l'Égypte, la Grèce, tout ça, etc. Sachant qu'il y en a certaines qui sont recommandées, comme la Hatshepsut, qui est la dirigeante native de l'Égypte. Le jeu recommande l'Aksum et l'Égypte. Mais typiquement, vous pouvez jouer Hatshepsut, donc la dirigeante d'Égypte, en Grèce, avec la Grèce. Vous pouvez. Là, vous avez vraiment le choix de choisir avec quelle civilisation vous allez commencer. Dirigeant, civilisation. Alors, la Bretagne n'est pas une civilisation. En fait, dans le jeu, il y a que les grandes civilisations. Genre, il y a l'Empire français, mais il n'y a pas la Bretagne ou la Gaule. C'est pas des civilisations, c'était des grands pays, mais il n'y avait pas, enfin, c'est pas dans le jeu, c'est pas compté comme civilisation. Ok? Et donc, bien sûr, chaque dirigeant et chaque civilisation vous donnez des bonus différents. Zut alors.
Donc il y a les bonus du dirigeant et après tous les unités et bâtiments exclusifs à la civilisation. Donc il y a des bonus de dirigeant. Oh. Donc il y a des bonus de dirigeant et des unités et des bâtiments exclusifs par civilisation. Ok, ça c'est important. Aussi, alors la suite. Ils ont importé du roguelike dans le jeu. Ça c'est vraiment le truc qui est trop bien. C'est que à force de jouer avec le même dirigeant, et à force en faisant de certains succès. Donc là, pour les collectionneurs de succès, bienvenue. Bienvenue à vous, collectionneurs de succès. Il y a enfin quelque chose d'incroyable à faire à Civ, c'est que les succès que vous allez compléter vont vous être récompensés. C'est-à-dire que quand vous réussissez certaines missions, certaines conditions très spécifiques, avoir tel nombre de bâtiments, tel nombre de villes, avoir détruit tel nombre de villes, etc. Quand vous remplirez certaines conditions, vous débloquerez des souvenirs, ça s'appelle. Et en fait, quand vous rejoignez une partie en multijoueur ou en solo, vous pouvez choisir ou non d'activer et désactiver les souvenirs. Et après, vous pouvez dire, ok, je veux avoir un petit bonus en militaire et un petit bonus en économique au début de la partie. Ou je veux avoir de l'or en plus. Ou je veux avoir... Voilà. Et ça, c'est en rapport avec les souvenirs que vous avez débloqués. Donc quand je dis roguelike, bien sûr, j'exagère. C'est pas un vrai roguelike comme avec un arbre de technologie, tout ça, que ça, comme un vrai roguelike. Mais il y a de la rejouabilité par la personnalisation des bonus débloquables. Et ça c'est génial. Ça vraiment c'est génial. Déjà aussi autre chose, les graphismes, ils ont vraiment changé. Je dirais pas si c'est mieux ou moins bien, parce que mon avis on s'en fout. En vrai mon avis on s'en fout là dans cette rétrospective là on s'en fout. Là je vous présente juste. Avant c'était vraiment un visuel très cartoon et là on est revenu dans un visuel plus beaucoup plus réaliste, proche du réalisme, avec des arbres différents, avec des bâtiments qui respectent la civilisation. Donc t'as des dizaines de bâtiments différents pour chaque civilisation. Ça fait vraiment un côté organique. Ça, les graphismes, ils ont changé. Ensuite, le système de victoire, il a complètement changé. En gros, déjà, vous pouvez dire au revoir à la victoire religieuse. C'est ciao. Par contre, il y a 4 types de victoires. Culturelle, économique, militaire et scientifique. Et chacune de ces victoires, il va y avoir des conseils, étape par étape, que le jeu vous donne pour réussir cette victoire. Et ça, c'est génial. Euh, Et aussi, ça va faire progresser l'âge, que je vais venir juste après. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que quand vous êtes démarré le jeu, vous pouvez choisir, bah tiens, j'ai envie de jouer militaire cette partie, puisque j'ai une civilisation militaire, tout ça. Et bah vous pouvez cliquer sur suivre la progression, et le jeu va vous guider, enfin, quête par quête, comment réussir. Et quand vous atteignez les quêtes, vous avez des récompenses. Et ça, c'est vraiment trop bien, parce que du coup, ça rend le jeu encore plus accessible alors qu'il était déjà beaucoup. Et ça, trop bien. Un 4X accessible, c'est génial. Euh, Et donc du coup, quand vous allez... Et là, c'est la 5, c'est important. Quand vous allez réussir à atteindre les paliers de chaque... Il y a 3 paliers pour chaque culture économique, militaire, scientifique. Quand vous atteindrez les paliers, vous allez gagner des points d'héritage. C'est ces petites pastilles vertes et rouges que vous allez voyer. Et ça, je vais vous les expliquer juste après. Quand vous atteignez ces paliers, vous avez gagné des points d'héritage, mais aussi vous gagnez des points d'attribut. Alors les points d'attribut, ça permet de faire, en gros, vous avez un grand arbre de technologie, enfin c'est pas technologie, un arbre d'amélioration de votre dirigeant. Ça, il est commun à tout le monde. Ça, tout le monde l'a. Et en fait, imaginons que je fais des étapes militaires, et ben, je vais gagner des points dans le militaire. Et donc du coup, dans ces points-là, je peux débloquer avec un arbre d'amélioration certaines améliorations. Imaginons, viens, j'ai débloqué un truc au niveau de la culture. Et bah tiens, là, je vais avoir culture plus un par âge. Ce qui est génial que ça soit par âge, et ça, merci Siv d'avoir écouté la communauté de fans, c'est que le fait qu'il y a pas mal de bonus qui soient par âge, même quand vous êtes à l'âge 3, ça va quand même vous être utile. Là, vous me dites, attends, âge 3, Quentin, de quoi tu nous parles? J'y viens juste après pour l'âge. Mais déjà, juste qu'il y a d'un arbre d'amélioration de votre empire en rapport avec les actions que vous faites, ça permet d'avoir énormément de flexibilité, sachant que les bonus, ils ont vraiment bien designé pour différents types de gameplay. Et donc ça donne des choix aux joueurs. Et ça, plus il y a de choix, plus le joueur va pouvoir s'exprimer. Et ça, je trouve ça génial. C'est vrai que je disais que j'allais pas donner mon avis, je le donne depuis tout à l'heure. Mais je trouve le fait de donner plus de choix est vraiment plus appréciable en tant que joueur. Parce que dans le 6, ce qu'il n'y avait pas, c'était ça. Il manquait de choix. En fait, on faisait juste la même chose en boucle. Et c'est ça qui faisait que le jeu était répétitif. On faisait toujours la même stratégie parce que c'était la stratégie gagnante. Et point. Ça s'arrêtait là. C'était un jeu de stratégie classique. Là, il y a plein de choix. Ça, c'est génial.
Alors, du coup, les âges. Ça, c'est que c'est expliqué. Maintenant, Civilization 7 a découpé le jeu en 3 âges. Vous allez me dire, oui, mais c'était déjà le cas dans le 6, non? Quand tu développais la science, t'avais différents âges. Oui, mais non. J'explique. En gros, maintenant, le jeu est découpé en 3 bien distincts. Et tout le monde est dans le même âge, et tout le monde progresse l'âge en même temps. J'explique. Imaginons je suis à 30% de l'Antiquité. En fait, tout le monde est à 30% de l'Antiquité. Et comment on fait pour monter le score d'âge? Il y a plein de critères. Il y a le développement des empires, il y a l'amélioration des empires, il y a aussi la progression des arbres. Si tu fais plus militaire, si tu es vraiment en avance, tu vas accélérer la partie. Donc, ils ont retiré le snowball qu'il y avait dans la Civilization 6 en mode fallait faire de la science à tout prix, sinon tu avais perdu la partie. Mais tu peux quand même rusher les paliers d'amélioration de l'âge pour faire ta victoire militaire, et ça va quand même accélérer la partie. Donc ils ont gardé ce truc de, en fonction des joueurs, ça va accélérer la partie, mais c'est pas linéaire où il y a un mec qui va écraser la partie. C'est plus comme ça. Ça c'est génial. Aussi autre chose que je viendrai plus tard. J'en parlerai juste après. Mais du coup, il y a 3 âges. Il y a l'Antiquité, l'exploration et l'âge moderne. L'Antiquité, c'est vraiment le moment où vous allez développer votre empire, faire des villes et les faire grandir. C'est vraiment le moment où vous allez faire un socle à votre empire. Plus vous avez de nourriture, plus les villes vont grandir, mieux c'est pour vous. Après. Une fois que les villes sont grandes, on passe à l'âge de l'exploration. Là, le but, c'est de faire des bateaux et traverser. Parce qu'en fait, le jeu maintenant fait en sorte qu'on est tous sur le même gros continent. On est tous sur le même gros continent. Et en fait, il y a d'autres continents qui sont inexplorés et qui sont appelés les contrées lointaines. Et donc, du coup, qu'il va falloir explorer. Donc, il va faire des bateaux, traverser la mer. Les bateaux vont prendre des dégâts quand ils seront sur l'océan. Et du coup, le but, c'est de traverser la mer et de réussir après à installer une colonie dans ces contrées lointaines. Vraiment pour reprendre ce côté exploration. Ce côté exploration. Et aussi, ça va ajouter quelque chose de très intéressant. Ça va amplifier les victoires. Par exemple, la culture, à l'âge d'exploration, elle va pouvoir créer une religion. Autre chose en plus, dans l'âge de l'exploration, l'économie. Les colonies que vous avez fait dans le contrôle lointaine vont créer des trésors. Et ces trésors, il faudra les rapporter à votre base. Mais n'importe quel adversaire, n'importe qui peut voler un trésor sans déclarer de guerre. Et donc, du coup, âge de la piraterie. Et là, du coup, l'âge d'exploration est vraiment super intéressant. Ça donne vraiment un coup d'accélérateur à la partie. L'Antiquité, on s'installe tranquille. L'exploration, il y a une sorte de course à l'exploration et aux ressources. Et après, l'âge moderne, c'est la grosse guerre et on se tabasse. Avec révolution industrielle, les rails. Et là, vraiment, tout s'amplifie. Voilà, donc eux, ils ont vraiment donné 3 vitesses différentes au jeu. Et ça, c'est vraiment trop bien parce que du coup, avec tes potes, tu peux dire vas-y, on fait que l'Antiquité. Et après, on s'arrête. Ça dure 1 h 30, 2 heures en fonction de la rapidité de vos copains sur le jeu. Et évidemment, je ne citerai personne dans mes amis, mais bien sûr, en fait, c'est à peu près en moyenne 2 heures par âge. À peu près. 2 heures, 2 heures et demie. Et donc, du coup, tu peux dire vas-y, on fait juste l'Antiquité et on reprendra la partie plus tard. Et du coup, quand tu reviens dessus, et ben hop, tu passes en exploration. Vas-y, on fait l'exploration, c'est 2 3 heures, pam. Et du coup, vraiment, ils ont coupé les parties en 3. Ce qui fait que c'est moins frustrant de s'arrêter en plein milieu d'une partie. Qui était dans le cas dans le 6 où tu disais putain les parties on va jamais les reprendre. Que tu te rappelais plus où tu en étais. Là il y a un nouvel âge, du coup c'est un peu tout le monde est remis à zéro en fait. Alors, gouvernement. Maintenant les gouvernements c'est plus comme c'était avant où avec la culture tu débloquais des gouvernements et après tu choisissais les gouvernements. Là c'est plus pareil. C'est quand on change d'âge, tout le monde choisit un gouvernement. Et on a le choix entre trois. Pour chaque âge, antiquité, exploration et moderne, chacun choisit un gouvernement. Et évidemment, il va y avoir des bots qui vont vous détester parce que vous avez pris un certain gouvernement, parce que eux ils ont pris un autre. Et ça c'est cool. Parce que du coup, tu prends la monarchie, et en fait, il y avait un mec qui était très théocrate, et il est en mode, mais en fait, t'es horrible avec les humains, je te fais la guerre. Du coup, ça donne plus de raisons de guerre pour les bots. C'est très marrant. Donc, comme j'expliquais, l'âge va être une progression commune, c'est-à-dire qu'on va progresser tous ensemble dans l'âge, et après, on va changer d'âge. En plus de ça, dans les âges, ils ont rajouté quelque chose qui s'appelle la crise. Alors, les crises, c'est totalement aléatoire et ça touche tout le monde. Là, vous allez me dire, quoi? En fait, l'âge va commencer, ça va progresser, et en fait,
on va dire les 20 derniers tours avant le changement d'âge, à peu près c'est entre 10 et 20, il va y avoir une crise. Typiquement, par exemple, quand j'ai fait mes tests, je suis tombé sur la crise épidémie. Et donc là, du coup, il y avait des villes qui étaient malades, et quand ils sont malades, ils essaient de se révolter, le bonheur chute, bonheur que je vais parler juste après, et les soldats vont se soigner moins, enfin vraiment c'est de l'enfer quand t'as l'épidémie qui te touche, et l'épidémie peut arriver par les marchands, ça peut arriver par plein de trucs, et c'est vraiment un enfer, et en fait, quand la crise arrive, il va falloir que tu choisisses une doctrine de la crise parmi quatre. Et ensuite, t'as l'intensification de la crise, il va falloir que tu en choisisses une deuxième parmi les trois qui restent. Et après, au paroxysme, il faut choisir une troisième parmi les quatre. Donc en fait, tu es obligé de réfléchir, ok, qu'est-ce qui va faire le moins de mal à ma ville, cette crise. Et du coup, tu choisis le moindre mal. Et vraiment, je trouve ça trop bien de choisir le moindre mal. Ça te force à réfléchir aux conséquences de tes choix. Et je trouve ça vraiment trop bien. Les crises sont aléatoires, il y en a plein de différentes par âge, je les connais pas toutes. Mais par exemple, j'avais l'épidémie. Ok. Ensuite, les ressources. Alors ça, c'est pour l'économique. Ça a changé. En fait, quand vous allez récupérer des ressources sur les cases, elles vont vous être attribuées. Il y a deux types de ressources. Non, trois types de ressources. Je m'explique. Il y a des ressources d'empire, qui sont les ressources stratégiques. Le fer, les chevaux, comme d'habitude. Ça donne des bonus à toutes vos villes. Vous avez les ressources de ville, qui sont attribuables uniquement aux villes. Et après, vous avez les ressources bonus, qui sont attribuables à tout. À tout. Oui, totalement Dylan. Ils se sont inspirés de Norziad pour les événements. Du coup, c'est trop bien parce que du coup, t'as des crises et t'es en mode oh putain, j'avais pas prévu l'épidémie. Et à un moment, on avait fait une partie avec mon pote et j'étais en pleine guerre et j'étais en train de gagner la guerre. Et là, bam, mes deux villes où il y avait la guerre sont tombées malades avec l'épidémie parce que celle de l'adversaire aussi. Donc je pense que des soldats morts adverses, ça a dû transmettre à l'épidémie, sûrement. Et donc du coup, mes unités arrêtaient de se soigner. Et donc du coup, on arrivait à un moment où l'affrontement s'était enlisé et la guerre ne progressait plus. Je gagnais parce que lui il était malade, et au moment où ses soldats sont morts, je suis devenu malade et j'arrivais plus à progresser. Et du coup, ça rajoute vraiment de la rejouabilité, ces événements aléatoires, ces crises, et c'est vraiment génial. Pareil, là, ils ont rajouté un peu de micro-gestion avec les ressources. Tu vas déplacer les ressources en fonction des bonus. Par exemple, t'as une ville qui est en train de se développer, qui est toute nouvelle, et bah tu vas aller mettre par exemple, des poissons qui vont donner de la nourriture. Euh, T'as une ville qui est quand même pas mal bien développée, et bah tu vas lui donner la teinture qui va augmenter l'argent, etc., etc. Du coup, ça rajoute un peu de micro-gestion, mais c'est très léger, ce qui est cool. Civ, on n'aime pas trop en général la micro-gestion. Les joueurs de Civ, je parle. Je parle du public des joueurs de Civ, ils n'aiment pas trop la micro-gestion. Donc le fait que les ressources ça soit assez léger, c'est cool. Bien sûr, pour réussir la victoire économique, il faut avoir plein de ressources différentes. Je vous laisserai découvrir. Ensuite, les doctrines. Ça aussi, ça a changé les doctrines. Alors, bon, dans l'exemple là, j'ai pas toutes les doctrines différentes, mais en gros, il y a deux types de doctrines. Celle avec la plume et celle où il n'y a pas la plume. En gros, celle avec la plume, c'est celles qui sont uniques à votre civilisation. Et après, vous allez avoir d'autres doctrines, donc d'autres cartes, qui sont pas forcément de votre nation. Ça peut être celles qui sont développées, qui sont génériques. Et après, pareil, comme dans l'ancien Civ, vous choisissez quelle doctrine vous voulez. Est-ce que vous voulez plus de combat, plus de production ou plus d'or? À vous de varier les effets tous les X tours. Je crois que c'est variable tous les X tours. Non, c'est à chaque fois que tu découvres une nouvelle doctrine. Voilà. Il te laisse le choix de changer. Et donc vous avez vu, pardon, vous avez vu, il y a écrit crise. Et là, il y a les doctrines de crise. Ensuite, le bonheur. Alors ça, nouvelle ressource qu'ils ont mis. Il était dans le 5 et là ils l'ont remis dans le 7. C'est le bonheur. Donc c'est les petits bonhommes qui sourient là. Alors, le bonheur, je vous explique. Ça sert à deux choses. La première, quand vous avez beaucoup de bonheur, au bout d'un moment, ça va créer une célébration. C'est un peu une fête. Et cette célébration, ça va booster toutes vos productions. Un peu comme un âge d'or dans le 6. Et aussi, si vous avez enfin, quand vous êtes en guerre, truc du genre, le bonheur va être très diminué. Et plus la guerre va durer, plus le bonheur va diminuer. Et le bonheur qui réduit va réduire aussi, va augmenter aussi l'usure de guerre. Les unités vont vous coûter plus cher, tout ça, etc. Donc le but c'est de faire des guerres éclairs, parce que si les guerres durent trop longtemps, ça va vous coûter extrêmement cher. Et ça rajoute une pointe de réflexion stratégique qui est vraiment sympa. Il faut vraiment anticiper les guerres. Euh, et du coup le bonheur est vraiment important. Plus vous avez bonheur, plus il y a de célébration, plus
vous allez avoir des décuplements de bonus de ressources, et plus vous allez pouvoir vous développer. Donc là, le bonheur a une vraie utilité. Là où dans le 5, manquait un peu de punch. Alors, les religions. Alors oui, je m'étais amusé à créer la religion Shurima. Mais en gros, les religions, il n'y a plus la victoire religieuse. Elle n'est plus là. Par contre, la religion sert à une chose très importante. Déjà, elle vous donne des bonus avec les croyances, comme dans le 6 avec des petits bonus de science ou du genre. Mais aussi, autre chose, elle vous permet d'obtenir des reliques. Les reliques, c'est nécessaire à la victoire culturelle. Donc maintenant, la religion, c'est une sous-catégorie qui renforce la culture. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Parce qu'en fait, avant, dans le 6, la religion était vraiment omniprésente et si tu faisais pas de religion, t'avais perdu. Donc ça, c'est cool. Euh, c'est plus, c'est plus principal, c'est secondaire. Et donc, du coup, par contre, ça donne de vrais gros bonus. Donc, c'est pas à sous-estimer. Et ça permet aussi, ce qui est génial, à toutes les civilisations d'avoir leur propre religion. Et quand tu mets des émissaires chez eux, ça ne remplace pas leur religion. Si tu en mets beaucoup d'émissaires, oui, ça va remplacer leur religion, mais quand tu en mets un petit peu, ça va juste te donner bonus sans remplacer la leur. Donc tu peux avoir, chaque ville peut avoir deux religions. Et ça, c'est vraiment trop bien, parce que du coup, les autres joueurs vont pas être obligés de écraser ta religion, comme dans le 6 où tu étais obligé d'écraser la religion de l'autre. Là, c'est plus pareil. Et ça c'est cool, de plus pouvoir devoir écraser les autres. Ensuite, la diplomatie. Ça aussi, c'est une nouvelle ressource et ça a changé. En gros, maintenant, on gagne aussi une ressource qui s'appelle l'influence. C'est la petite planète. Et en fait, cette ressource d'influence, on l'a avec des bâtiments politiques. Et en fait, cette influence, ça sert à beaucoup, beaucoup de choses. En vrai, elle est extrêmement utile et à ne pas sous-estimer. En gros, principalement à deux choses, on va dire. La première, établir de bonnes relations avec les bots et aussi les cités-états. Maintenant qui s'appellent les villes libres. Et je vais expliquer ça aussi, les villes libres. En gros, il y a deux types de villes libres. Il y a les villes libres pacifistes et les villes libres agressives. Parce que dites au revoir aux barbares, mais dites bonjour aux cités-états agressives. Et donc du coup, vous pouvez payer une cité-état agressive, comme dans le 6, pour pas qu'elle vous attaque et qu'elle attaque quelqu'un d'autre. En fait, la payer des mercenaires, on va dire. Et les cités-états agressives vont attaquer tout ce qui est autour, sauf ceux qui les payent. En argent, évidemment. Et ensuite, vous avez les cités-États pacifistes, qui elles, il faut falloir dépenser beaucoup d'influence pour les faire devenir. Faut que vous deveniez leur suzerain, et si vous voulez les absorber. Aussi, autre chose d'intéressant, c'est que quand vous absorbez une cité-État, enfin, vous pouvez absorber des cités-États. Ça, avant, dans le 6, c'était pas possible. On pouvait pas absorber des cités-États. On était obligé de leur casser la bouche. Là, maintenant, vous pouvez juste les absorber en dépensant de l'influence. Ça, c'est pour les villes libres. Autre utilité de l'influence, c'est que ça peut vous permettre de améliorer vos relations avec les bots, mais aussi à les espionner et à les dénoncer. Ce qui va permettre de leur faire mettre des malus. Donc là, l'influence permet de mettre des bonus ou des malus aux autres autour de nous. Et il y a eu une situation où moi j'étais en guerre avec un bot, et mon pote pouvait soit soutenir avec son influence moi, soit ou soutenir le bot. Et donc du coup, sans se battre, on peut quand même avoir un impact sur la guerre. On peut avoir de l'influence sur la guerre. Et ça c'est cool. Ça c'est vraiment trop cool. Ça c'est trop appréciable. On peut influencer sur une guerre sans y être dedans. Non mais moi j'ai rien fait mec. J'ai rien fait. Et en fait quand tu lis la petite ligne, tu vois soutien à la guerre et t'es en mode l'enfoiré. L'enfoiré. Et ça c'est très très marrant. Aussi du coup, autre que améliorer les relations avec les bots, là, tu peux aussi renforcer ta. Ça, j'ai pas montré d'exemple. Mais en fait, quand tu es en guerre, tu as ce qui s'appelle le soutien de guerre. Quand tu as fait une guerre valide, donc c'est pas guerre surprise, vraiment que tu as préparé ta guerre et tu as annoncé au bot que tu allais faire ta guerre, quand tu déclares la guerre, tu as des bonus de puissance militaire parce que tu t'es préparé à la guerre. Là, il y a un vrai intérêt à préparer la guerre vachement en amont. Et non, c'est pas très gentil Dylan ce qu'il a fait ce jour-là, mais c'est pas très gentil d'être méchant. Mais du coup, plus tu prépares avec ton influence et avec une grosse armée, plus tu vas avoir un avantage dans la guerre. Et imaginons, tu as une toute petite armée, mais tu as beaucoup d'influence mondiale, et bah du coup, tu peux augmenter énormément ton influence sur la guerre en cours. Et du coup, donner de la puissance bonus. Par exemple, tu peux dire, bah vas-y, je claque 200 d'influence, et toutes mes unités ont plus 2 de force. Et ça, c'est trop cool.
Alors, Zeratul posait la question, c'est quand que tu joues? Alors, j'ai expliqué au début du live qu'en fait, je ne vais pas jouer ce soir. Là, je présente tout ce qui a changé par rapport au 6. Parce qu'en fait, il y a déjà plein de vidéos actuellement. Il y a déjà, il y a déjà plein de vidéos actuellement de gameplay sur YouTube. Et moi, je voulais faire un peu de différence. Au lieu de juste montrer du gameplay en jeu, parce que je m'estime pas être le meilleur ou je m'estime pas être le plus fort sur le jeu, je me suis dit, je vais lister tous les changements et par contre, les prochains lives, donc dès la semaine prochaine, je ferai des lives avec des parties. Même je vais sûrement faire des vidéos avec des parties condensées. Ça peut être sympa. En mode je raconte le récit de l'histoire. Ça, je comptais en faire. Mais je vais pas jouer ce soir. Là, juste, je présente tout ce qui change. Alors, autre chose qui change par rapport à l'expansion des villes. Fini les bâtisseurs. Donc là, je joue pas Zeratul, mais je montre des screens de ma partie que j'ai faite pour apprendre le jeu. Alors, il n'y a plus besoin de bâtisseurs. Quand une ville monte de niveau, bien sûr grâce à la nourriture, quand une ville monte de population, vous avez deux choix. Soit vous récupérez une nouvelle case, et en récupérant une nouvelle case, ça va faire une explosion, une bombe culturelle, comme dans le 6. Et donc, bombe culturelle dans le 6, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, ça vous permet de récupérer les cases autour, dans votre territoire. Donc là, quand vous récupérez une case, vous récupérez aussi toutes les cases du territoire autour, à chaque fois. Ça, c'est vraiment génial. En plus que, quand vous choisissez une case, ça va directement mettre l'installation dessus. Donc il n'y a plus besoin de bâtisseur. Donc il n'y a plus moyen qu'un énième barbare te vole ton bâtisseur. Là, il n'y a plus de bâtisseur. Et ça c'est trop cool. Et aussi, deuxième choix, donc ça c'est le premier choix, c'est récupérer une case et récupérer du territoire. Deuxième choix, c'est d'installer des spécialistes. Donc une case où vous avez mis des bâtiments, et là je précise bien des bâtiments, parce que votre ville peut même construire des bâtiments en disant bah tiens sur cette case je fais une bibliothèque, je fais un port, je fais des trucs. Et bah vous pouvez mettre un spécialiste sur le bâtiment. Et donc ça va donner des bonus. Donc vous avez vu ça donne de la science, de la culture, des trucs du genre. Par contre, en échange de ces bonus de science ou culture, ça va dépenser du bonheur et de la bouffe. Donc attention à ne pas trop vite rusher les spécialistes qui vous donnent beaucoup de science et de culture, parce qu'en fait vous allez manquer de nourriture, donc la ville va stagner. Donc attention à ça. C'est avantage-inconvénient, toujours. À vous de gérer la suite. Moi j'en dis pas plus. Aussi, autre chose. Quand vous fondez une nouvelle ville, en fait, ce n'est pas, il y a deux types de villes différentes. Il y a les villes, donc il y aura votre icône de dirigeant à côté, et il y a les communes, qui sont des micro-villes, on va dire. Et en fait, ces micro-villes, vous pouvez dépenser de l'argent. Donc là, l'argent est vraiment utile, vraiment beaucoup trop utile. Parce qu'en fait, avec cet argent, vous pouvez acheter des bâtiments dans ces communes qui ne peuvent pas construire d'elles-mêmes les bâtiments. Il va falloir payer de l'argent pour qu'elles construisent. Et en fait, aussi autre chose, en fait les communes vont grandir, niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et à partir de population 7, vous pouvez la spécialiser, ou la faire devenir une ville. Bon là c'est caché par en bas, mais en gros en bas, c'est pour 200 d'or à peu près, vous pouvez transformer la commune en ville. Par contre attention, vous avez un maximum de villes et de communes maintenant. Bien sûr, vous pouvez augmenter ce nombre avec des cultures, avec des dogmes. Voilà. Et après, vous pouvez spécialiser la commune. Par exemple, vous voyez qu'il y a une commune où il y a plein de ressources minérales tout autour, bah, vous la mettez en minière, qui donne de la production. Et quand vous spécialisez la commune, toutes les ressources générées par la commune qui sont ici seront directement déversées dans la ville la plus proche reliée par une route. Et en fait, ça aussi, ça change. Les routes, dès que vous fondez une commune, elles se relient automatiquement à la ville la plus proche. Et ça, c'est cool. Ou aux routes les plus proches. Donc à vous de réfléchir à comment bien positionner votre ville par rapport aux routes et par rapport aux villes. Et donc du coup, c'est ça qui est trop bien, c'est que ça crée des villes avec des petites communes autour. Genre Paris et ses communes autour, tu vois. Et après, communes que vous pouvez spécialiser. Je bois un petit verre d'eau, hein. N'oublie pas de vous altérer, c'est important pour le cerveau. Autre chose qui change. Alors, dans le 6, chaque unité avait son propre arbre de compétences quand vous l'améliorez.
Maintenant, c'est totalement différent. Les unités ne peuvent plus monter de niveau, mais par contre, vous pouvez créer des commandants d'armée. Non, pas de... j'ai pas dit. Mais ça marche aussi totalement Zeratul. J'ai pas dit, oubliez pas de vous admirer, mais de vous abreuver. Après, les deux sont importants en soi. Donc là aussi, autre chose qui change, c'est les généraux. En gros, maintenant, les unités, elles ne montent plus de niveau indépendamment. Maintenant, il faut créer des commandants d'armée. Et ces commandants d'armée, après, ils vont avoir leur propre arbre de compétences. Quand vous finissez un arbre entier de compétences jusqu'au bout, vous pouvez débloquer une des décorations, qui donne plein de bonus différents. Autre chose par rapport aux généraux, ils gagnent de l'expérience que si les unités autour d'elles, dans leur zone, tapent. C'est pour ça que moi, très souvent, je prends le quatrième qui augmente la zone de récupération d'XP. Euh, je sais pas si c'est la bonne stratégie à faire, mais voilà, c'est un des bonus par exemple qu'il y a. Alors, en plus de ça, des commandants d'armée, donc ça c'est commandants d'armée de terre. Mais il y a aussi, pour la phase d'exploration, des commandants aquatiques, donc pour les bateaux, donc des commandants d'armée navale. Et il existe aussi pour l'époque moderne des commandants pour les avions. Donc là, vraiment, ce qui est trop génial avec les commandos aussi, c'est que, ok, ils récupèrent l'expérience, mais aussi autre chose, comme vous pouvez le voir, en fait, mon armée n'utilise qu'une seule case. En fait, toutes les unités qui sont autour du général, enfin du général, vous pouvez les regrouper sur la même case que le général. Et quand vous déplacez le général, toute l'armée se déplace ensemble. Et après, vous pouvez la déployer, et d'un coup, toute l'armée sort d'un coup autour du général. Et donc ça évite de devoir faire 5 déplacements par tour pour une armée, mais là juste un déplacement. Et c'est trop bien. Et du coup, quand tu vois ton armée se déplacer, c'est très 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 stylé. Comme vous pouvez voir aussi au niveau des visuels du graphisme, les armées ils ont des boucliers différents, ils ont des casques différents, des armes différents. Ils ont vraiment fait un vrai effort au niveau du graphisme. Le jeu est magnifique. Autre chose qui a changé aussi. Quand on change d'âge, on change aussi de civilisation. Et là, je m'explique. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai dit que vous choisissez un dirigeant et une civilisation. Donc Hatshepsut et l'Égypte par exemple. Et bien en fait, de base, votre civilisation, elle a une civilisation qu'elle débloque de base, qui est reliée à son histoire. Par exemple, l'Égypte va débloquer les Songhai, d'accord, qui étaient des grands marchands asiatiques. Euh, de la mer du Sud, pardon. Et donc du coup, de base, en fonction de la civilisation que vous avez une civilisation débloquée. Mais si vous faites des conditions très spécifiques, genre par exemple là pour les Mongols il faut avoir 3 ressources de cheval, et ben vous pouvez débloquer de nouvelles civilisations, d'autres civilisations, et donc dire bah tiens, j'ai débloqué les Mongols, j'ai pas assez étendu mes terres, bah les Mongols sont spécialisés pour étendre leurs terres, bah vas-y je prends les Mongols. Et du coup ça rajoute de la réflexion, ok, pour les Mongols, j'ai besoin des Mongols, d'accord, très bien. Mais en fait, pour débloquer les Mongols, il me faut 3 ressources de chevaux. Ah, mais en fait, la ressource de cheval la plus proche, c'est un adversaire qui l'a. Vas-y, je lui fais une guerre pour récupérer la ressource de cheval. Donc en fait, ça. Ce qui est trop bien, c'est que tu peux sans cesse t'adapter en fonction de la partie et tu t'ennuies jamais. Le but pour vraiment gagner, il faut vraiment s'adapter à toutes les situations qui te sont proposées. Et ça, c'est trop trop cool. Chose que j'ai oublié de mettre dans le diapo, mais je le dis maintenant, il y a aussi des éléments narratifs aléatoires. Par exemple, il y a un voleur qui fait quelque chose, et après, toi, au niveau juridique, tu choisis, et ça te donne des bonus en sciences ou culture en fonction de tes choix. Il y a vraiment eu un vrai effort de rajouter plein de choix pour le joueur. Quand on change d'âge, déjà, il vous dit toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Mais quand vous changez d'âge, vous pouvez récupérer vos héritages. Ça, c'est ce que j'avais expliqué au tout début. Quand vous faites les paliers de progression d'âge, vous gagnez des petits points. C'était les points d'héritage que je vous parlais. Et ben là, ces points d'héritage, après, quand vous changez d'âge, vous pouvez choisir. Par exemple, l'âge précédent, vous avez fait beaucoup de militaire et d'économique. Ben là, vous pouvez dire, ok, ben je dépense un point militaire pour avoir un bonus des militaires sur cet âge-là, mais parmi deux choix. Et du coup, vous pouvez sans cesse revirer. Bah tiens, est-ce que je continue de faire la full guerre et je prends la tribu militariste là? Ou est-ce que, bon, j'arrête la guerre et je vais faire de l'expansionnisme? Et du coup, vous pouvez redistribuer les points que vous avez gagnés par rapport à vos actions de l'âge précédent dans cette nouvelle âge-là, vous pouvez adapter votre stratégie. Et ça, c'est trop trop bien. Du coup, il y a vraiment un truc en mode, ok,
j'ai fait ça à l'âge précédent. Là, je sais que il peut se passer ça. Donc je vais avoir besoin de ces points-là. Et donc du coup, c'est trop bien parce que ça incite le joueur à vraiment penser sa stratégie du début de la game jusqu'à la fin. Autre chose aussi, quand vous changez d'âge, à chaque fois que vous changez d'âge, vous gagnez des points de compte et des points de dirigeant. Je vous explique. Quand vous montez des points de votre compte, vous débloquez des décorations, des bannières, tout ça, etc. Ça, c'est juste pour habiller votre compte, c'est pour faire joli, c'est pour vous, pour la collection. Mais aussi, autre chose, vous gagnez des points de dirigeant. Et ces points de dirigeant débloquent les souvenirs que j'ai parlé tout à l'heure. Souvenirs qui vont permettre de faire de la rejouabilité. Et ça, c'est trop génial. Euh, Plus vous débloquez de succès, plus vous gagnez d'expérience de dirigeant. Et plus vous débloquez des expériences de dirigeant, plus vous pouvez débloquer des souvenirs pour adapter votre stratégie. Par exemple, moi j'aime beaucoup Hatshepsut qui est très dans l'économie. Et ben, elle va en la jouant, en faisant que la jouer, je vais gagner des points. Et donc, du coup, je vais pouvoir débloquer des souvenirs économiques. Si vous jouez des dirigeants militaires, vous allez avoir des souvenirs militaires. Et donc du coup, ça va vous inciter à jouer, si vous avez envie de jouer de différents dirigeants, de jouer différents dirigeants, et beaucoup. Donc il y a une vraie rejouabilité. Moi, ce que je peux dire, c'est que je pense que vous en avez largement pour votre argent. Parce que le jeu incite tellement à la rejouabilité. Vous avez vu tous les dirigeants qu'il y a. Le jeu incite tellement sur la rejouabilité qu'en fait, vous allez tout le temps vouloir faire de nouvelles parties. Ah tiens, j'ai bloqué tel souvenir qui me donne tel bonus, vas-y, je relance une partie. Ah tiens, j'ai débloqué tel truc. Ah tiens, ça peut être marrant si je teste telle stratégie avec telle stratégie. Et du coup, ça donne vraiment envie de rejouer encore et encore. Ce qui manquait vraiment dans le 6, c'est pour ça que j'en parle, c'est que dans le 6, il n'y a pas ce côté relance une partie, mec. Là, c'est vraiment en mode, bah tiens, un nouveau bonus que tu vas voir pour les prochaines parties, bah teste, tu vois. Et ça, c'est vraiment trop cool. Ça donne vraiment un sentiment de, vas-y, je m'en faire une autre, quoi. Merci de m'avoir écouté. Alors, Dylan pose la question, où est le code promo? Écoute, j'aurais bien aimé. Si j'avais un code promo, je te l'aurais donné avec plaisir. Mais j'ai pas de code promo, je suis pas assez influent. Je manque d'influence. Je manque d'influence. Il faudrait que je fasse plus de bâtiments politiques pour gagner de l'influence. Mais non, j'ai pas assez d'influence pour avoir de code promo. Sûrement que sur des gros streamers, tu devrais avoir des codes promo. J'en ai regardé deux trois. Il n'y avait pas de code promo. Mais peut-être que sur d'autres, si, je sais pas. Faut regarder s'il y a des vidéos avec des promotions, voir s'il y en a. Moi, j'en ai pas vu, mais en vrai, le jeu, l'acheter 40 euros quand il sortira, il vaut largement le coup. En vrai, vraiment, de tout ce que j'ai présenté, je pense qu'il vaut vraiment le coup. Mais faut aimer les jeux de stratégie, les 4X. C'est comme ça, c'est normal. Je vais pas vous conseiller d'acheter un jeu si vous aimez pas le genre. Mais voilà. Euh, moi, je vous dis que je referai d'autres lives les semaines suivantes. Merci d'avoir écouté. Je ferai d'autres vidéos sur YouTube avec des tests de mécanique, des tests de stratégie, des récits narratifs. Je vais faire plein de contenu sur Civ 7 parce que j'adore le jeu. Donc attendez-vous à voir dans les prochains mois des vidéos sur Civ 7 sur ma chaîne. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Abonnez-vous. J'espère que vous avez bien aimé cette liste de toutes les nouveautés qu'il y a sur le jeu. Je vous dis à la prochaine YouTube. Merci d'avoir écouté. Et pour ceux sur Twitch, je vais faire d'autres lives les semaines prochaines. Là, je pense qu'on va tranquillement bientôt arrêter, répondre aux questions, discuter un petit peu, et après on va arrêter. Euh, je ferai d'autres lives les semaines suivantes de mes parties de Civ, très certainement, ou sur d'autres jeux. Là aussi, je prépare de nouveaux jeux de cartes, je vous tiens au courant. Mais je pense qu'on va arrêter tranquillement. La maladie est encore en train de me guetter, donc je vais pas forcer plus. J'espère que ça vous intéressait, que c'était bien expliqué. Bah tiens, Dylan, toi qui étais là du début à la fin, est-ce que t'as trouvé ça cool comme explication? Est-ce que j'ai parlé trop vite? Est-ce que t'as un retour à me faire? Est-ce que je ferai des lives sur Minecraft? Non, parce que le serveur Minecraft que l'on a, mon cher Dylan, est un serveur privé où on s'amuse entre amis. J'ai pas envie d'en faire des lives dessus. T'as trouvé ça intéressant? Tant mieux, je suis content. Tant mieux, tant mieux. Mais sans gameplay, difficile d'avoir une réelle idée de ce que ça donne. Alors, je suis totalement d'accord avec toi,
Mais j'avais déjà vu plein de vidéos sur YouTube qui traînaient de gameplay. J'ai pas voulu faire un. Tiens, moi aussi, je vais faire mon gameplay alors que j'ai deux viewers. Je trouvais ça un peu. Je trouvais ça un peu dommage. J'ai préféré expliquer. Parce qu'en fait, dans les gameplays, dans les vidéos que j'ai vues, ils rentrent pas assez dans les détails du fonctionnement du jeu, tu vois. Et alors que là, j'ai pu en parler et j'ai pu rentrer dans les détails. Et à mon sens, c'est ce qui manque dans les vidéos qu'il y a déjà sur YouTube. Mais je ferai des vidéos de gameplay la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là, les copains. Ah, ça c'est en train de revenir. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. À la semaine prochaine pour d'autres lives. Prenez soin de vous, c'est important. Et à bientôt. Alors, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un copain à live qui a pas beaucoup de viewers? Ouais, il y a Espero. On va raid Espero. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup les copains d'avoir été là, de soutenir. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir, que je sois pas tout seul à parler dans le vide. Merci énormément, portez-vous bien et à la semaine prochaine.